Bravo, super reportage qui donne bien envie. Bravo Julien et respect, une bien belle aventure. Merci pour cette vidéo tellement inspirante. Bravo et merci pour ce beau résumé de ton aventure. Bon apparemment cette longue vidéo où je vous raconte ma participation à cette Race Across France 2023, ça vous plaît bien. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à commencer par là. Et autrement, on se retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo au sujet de cette RAF, histoire de répondre à quelques questions que vous pouvez vous poser, que je m'étais moi aussi posé, ou alors directement que vous m'avez posé sur les réseaux. Et on commence de suite avec... Alors, premier truc qui coûte des sous pour cette Race Across France, forcément, comme pour tout événement, c'est l'inscription. Là, pour le 2500 km, si je me rappelle bien, il y en avait dans les 400 €. C'est un petit peu moins cher ensuite pour les autres distances, mais si vous voulez être sûr de savoir combien ça coûte au moment où vous regardez cette vidéo et pour l'édition à laquelle vous avez éventuellement envie de participer, vous allez sur le site de l'événement, c'est le plus simple pour avoir la bonne info. Maintenant, ces 400 €, c'est une somme, c'est vrai que voilà, ça fait un bon billet, mais c'est que le début, parce qu'après il y a encore plein d'autres dépenses pour participer. Ces 400 €, je vais pas vous dire si c'est cher ou si c'est pas cher, là-dessus chacun aura son avis. Le seul truc que j'ai envie de dire, c'est quand vous vous inscrivez à un événement, avant de râler sur le prix, alors déjà, personne ne vous oblige à vous inscrire nulle part, et donc avant de râler sur le prix d'un événement ou éventuellement de matériel, essayez toujours de mettre en face, de prendre en considération tout ce qu'il y a derrière. Là, par exemple, pour l'organisation d'un événement comme la RAF, il y a du matériel à louer, il y a des structures, il y a peut-être des photographes à payer, il y a des bénévoles à doter, à héberger, à nourrir, il y a des choses à transporter, donc par exemple là les drop bags, il fallait louer des véhicules et payer du gasoil, il y a peut-être des salaires à verser, enfin il y a tout un ensemble de choses qui font que forcément ça coûte des sous, les choses dans la vie sont pas gratuites. Ensuite dans le budget, il va y avoir peut-être un petit peu de matériel, même si normalement vous avez déjà un vélo avant de vous lancer, à moins que vous ayez envie d'en acheter un exprès pour l'événement et que vous vous lanciez dans le vélo à ce moment-là. Sans doute que vous avez déjà un compteur GPS, peut-être déjà quelques sacoches, mais il y aura sans doute des petites bricoles à racheter. Maintenant, ça reste de l'investissement, le matos vous l'achetez, mais ça va pas servir que pour cet événement normalement. Donc voilà, ça y en a pour tous les budgets, c'est à chacun de voir ce qu'il veut comme niveau de matériel, comme quantité. Ce que je peux inclure dans le matériel qui peut coûter un peu de sous, c'est aussi la nutrition. Ok, c'est pas du matériel, mais bon, je vois ça dans le même truc. Donc la nutrition sportive, ça peut coûter aussi un petit billet à un moment. Poste de dépense suivant, ça va être le transport, pour se rendre notamment au départ, ou pour rentrer ensuite de l'arrivée. Alors le transport, là aussi, ça va être très variable, parce que vous voyez, moi je suis à La Rochelle, il fallait que j'aille au Touquet, j'ai fait ça en voiture, donc ça m'a coûté une certaine somme. J'ai pas le prix du carburant en tête, mais je sais que j'ai dépensé 70 € entre le péage et la bouffe sur la route. Peut-être que vous pouvez y aller en train, peut-être juste même que vous habitez à côté, donc ça c'est très variable, c'est à chacun de voir. Et une fois sur place, il y aura peut-être de l'hébergement, mais là aussi c'est variable. Moi j'ai payé 170 balles pour 2 nuits dans un Airbnb, une nuit pour Laurence et moi, et une nuit pour Laurence toute seule avant qu'elle rentre. Voilà, ça peut vous donner une idée, mais ça, encore une fois, c'est très variable. Là, par contre, où il y a un budget qui peut vite prendre de l'ampleur, ça va être durant l'épreuve. Parce que durant l'épreuve, forcément, il va falloir bouffer. Alors ça aussi, ça va être très variable en fonction de chaque participant. Pour vous donner mon exemple, par jour, j'ai dû dépenser environ 20 à 30 € pour me nourrir, donc dans des boulangeries, peut-être dans des bars pour boire des cafés, peut-être juste quelquefois m'arrêter manger une glace, différents trucs. Je pense que quelquefois ça aurait pu monter même plus haut si j'étais allé dans des restos, ça aurait pu aussi être plus bas si j'avais fait que des courses en supérette, voilà, ça va être très variable. Même chose pour celles et ceux qui s'arrêtent à l'hôtel, forcément le budget il explose parce que vous faites une nuit d'hôtel par jour, même si vous faites la RAF en 8 jours et que vous claquez 70 balles par nuit. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Et en parlant d'hôtel, là aussi où ça peut coûter des sous, c'est à l'arrivée, si vous décidez de prendre un hôtel, chose que je n'ai pas fait. Moi, j'ai préféré dormir sur la base de vie d'arrivée à Mandelieu, donc dans un lit de camp. Peut-être qu'on dort moins bien, peut-être que c'est moins calme, mais c'est gratuit. Ça permet de profiter de l'ambiance et de rester un petit peu en mode aventure jusqu'au bout. Donc c'est une solution qui m'allait très bien, mais j'avais que 2 nuits à faire. Si vous arrivez à la fin de la RAF en 5 jours et que vous devez passer 4-5 jours sur un lit de camp là-dedans dans le bruit, je sais pas, ça c'est à chacun de voir. Ce que je peux dire par contre pour finir sur le budget, c'est que forcément ça va coûter cher,
peut-être que la dépense totale, il faut estimer ça à 1000 balles hors gros matériel et compagnie. Il faut voir ça un petit peu comme sa semaine de vacances, enfin c'est 10-15 jours de vacances, et voilà. Côté organisation, bon bah là il y a plusieurs choses. Déjà je vous apprends rien que sans doute il faudra poser des jours de congé, s'organiser peut-être vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de ci, de ça, enfin ça c'est en fonction de la situation de chacun. Mais déjà côté organisation, il faut voir comment se rendre au départ. Donc ça c'est des trucs à prendre en compte. Bien sûr, il ne faut pas forcément attendre d'avoir toutes les réponses avant de s'inscrire. Ça peut se faire après. Il y aura toujours des trains, du covoiturage, peut-être de l'entraide entre participants. D'ailleurs, il y a un groupe Facebook dédié aux participants de la RAF et tout ça, donc ça permet de s'arranger. Peut-être que vous aurez quelqu'un pour vous emmener. Donc voilà, pour aller au départ, il y aura toujours des solutions. En cours de route, il n'y a rien de spécial au final à organiser, puisque normalement, vous avez tout préparé en amont, et c'est là que ça peut être long, en fait, de préparer son matériel, préparer ses drop bags, penser à tout, donc il faut penser à se faire des listes. Enfin, moi j'avais fait beaucoup de listes où j'avais noté ce que je mettais dans chaque drop bag, dans mes sacoches et tout, pour savoir où j'en étais et si je n'avais rien oublié. Donc ça pareil, chacun fait sa sauce, mais c'est des trucs à bien penser pour être tranquille ensuite. Et dernier point, j'ai envie de dire, côté organisation, c'est après pour rentrer. Là aussi, faut trouver une solution. C'est vrai que là, avec l'arrivée à Mandelieu, si comme moi vous êtes vers La Rochelle, en train et tout, c'est pas forcément évident. Bon, moi j'ai eu du bol, j'ai pu me faire ramener. Il faut voir si vous avez quelqu'un pour venir vous chercher, comment ça peut se faire en transport, avec votre vélo, avec vos bagages. Enfin, toutes ces petites choses-là, encore une fois, ça peut se voir après l'inscription. Et pour celles et ceux qui sont inscrits aux 1000 km, donc là qui est au départ de Megève, il y a une navette qui repartait de Mandelieu le dimanche et qui vous ramenait au point de départ, ce qui permettait de rentrer tranquillement. Il fallait la payer en plus, mais c'est quand même bien pratique. Et à savoir aussi que pour les personnes qui participaient aux 1000, et qui laissaient leur voiture à Megève, apparemment ils avaient un autocollant à mettre sur le pare-brise qui leur donnait la gratuité du stationnement jusqu'au dimanche après l'arrivée de la navette, donc là c'est encore bien pratique. Ça, c'est un truc qui m'inquiétait un petit peu, j'avais peur parfois de manquer d'eau, peur de ne pas en trouver facilement, et en fait, quand j'y repense, sur tous les trucs que j'ai pu faire avant la RAF, j'ai toujours quand même réussi à trouver de l'eau assez facilement. Et là, sur le parcours, j'en ai eu quand même à peu près partout. Sur le début du parcours, on va dire peut-être jusqu'à Metz, on avait beaucoup de cimetières en bord de route, donc c'était assez facile de trouver de l'eau. Plus loin sur le parcours, un petit peu avant d'arriver sur Grenoble et tout ça, il y avait beaucoup de fontaines qu'on entendait couler quand on passait à côté, et là c'était des fontaines sans doute typiques du coin, avec une sorte de bac comme un lavoir, c'était entre des murs, donc voilà, ça coulait, c'était facile de recharger. Il y a juste sur la fin du parcours où visiblement il y avait restriction d'eau, donc il y a déjà des fontaines qui étaient fermées, ça pouvait devenir un peu plus délicat, mais on en trouvait toujours, notamment dans des toilettes publiques par exemple, ou après on peut toujours demander dans un café, dans un resto, dans une boulangerie, ou demander à l'habitant s'ils peuvent nous remplir les bidons. Et d'ailleurs les bidons, moi ce que je fais c'est que je prends 2 grands bidons qui font quasi 1 litre. Je vous conseille de prendre des grands bidons comme ça parce que c'est vrai que ça permet d'avoir une réserve d'eau quand même assez importante. Pour remplir ces grands bidons, il y a un truc qui est indispensable, c'est d'avoir ça. Un petit gobelet souple. Alors ça peut être pour ces grands bidons ou même quelquefois des plus petits. Et en fait ce gobelet souple, il va vous permettre, quand vous arrivez par exemple dans des toilettes publiques, si le robinet est trop bas et que votre bidon ne passe pas dedans, là vous êtes comme un con pour remplir, donc vous prenez le gobelet et vous transvasez. Ça vous permet de remplir très facilement et ça, ça se compresse comme ça pèse que dalle, ça prend pas de place, c'est l'idéal. Donc vraiment un truc à avoir sur soi pour pas être emmerdé. Et il y a une alternative à ça, c'est de prendre une flasque souple. Vous savez, les flasques pour le trail, parce que là aussi ça vous permet de transvaser facilement, mais ça vous permet aussi de vous faire une petite réserve d'eau supplémentaire en cas de besoin, si à un moment vous avez peur de manquer, ou si vous voulez prendre, je sais pas, peut-être pour la nuit, comme on voit parfois moins bien les fontaines. Et il y a même un truc très intéressant, c'est de prendre une flasque avec un bouchon filtrant, comme ça vraiment en cas de galère, vous pouvez prendre dans une rivière, ça filtre l'eau et ça permet d'avoir quelque chose de potable. Pour finir là-dessus, moi j'avais opté pour cette solution, les pastilles micro-pures là, pour filtrer l'eau au cas où j'avais besoin de prendre dans un truc qui me semblait pas très clean. D'ailleurs, ça arrivait à un participant qui a pris de l'eau vers Verdun et qui s'est retrouvé avec une chiasse pendant plusieurs jours. Quand quelqu'un lui avait dit qu'il pouvait prendre de l'eau, mais voilà. Donc c'est des petites pastilles comme ça pèse rien. Moi j'en avais découpé un morceau de la plaquette pour emmener. Alors j'ai pas eu à m'en servir.
mais je me dis, au cas où, ça vaut le coup de prendre quelques pastilles comme ça sur soi. Et sinon, j'ai repéré un autre truc de purification d'eau qui a l'air vachement bien. Bon, c'est un peu plus cher. C'est un système avec une lampe UV, en fait, que vous trempez dans le bidon, et visiblement, en 1 minute, je crois, ou 30 secondes, je sais plus, ça purifie l'eau comme ça, et donc là, il n'y a pas de boue, il n'y a rien de chimique et tout, et je pense que c'est un truc sur lequel je me pencherai pour plus tard, que ce soit la rafle ou autre chose. Avant de poursuivre là sur la Race Across France, je vous rappelle juste rapidement que pour pouvoir continuer à faire des vidéos, eh bien j'ai besoin de vous. Déjà pour aller regarder les vidéos, donc là vous êtes là, donc déjà merci, mais j'ai aussi besoin de vous pour faire connaître ces vidéos et tout ça. Et pour ça, il y a des petites choses très rapides et totalement gratuites que vous pouvez faire, c'est liker les vidéos, les partager, c'est vous abonner à la chaîne, laisser un petit commentaire parce que ça fait plaisir et ça fait de l'interaction. Et voilà, tout ça, ça vous prend quelques fractions de seconde, quelques petits clics de souris ou quelques petits touchoutages d'écran tactile et ça fait plaisir. Alors là, je dirais qu'il y a deux écoles. Il y a l'école bivouac et l'école hôtel. Bien sûr, c'est pas interdit de mixer entre les deux en fonction de plein de choses, notamment des conditions météo, de la fatigue du moment, enfin tout ça. Perso, j'ai plutôt choisi de faire du bivouac pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouve que ça a plus le côté aventure que je voulais, et aussi pour une question de coût, parce que c'est vrai que si on va à l'hôtel tous les soirs, et surtout si on y va juste pour dormir 3 ou 4 heures, à chaque fois de lâcher peut-être 40 à 70 balles, et il y a un moment ça chiffre un petit peu, surtout qu'on n'a pas non plus la garantie de bien dormir. Moi je sais qu'à chaque fois que je vais à l'hôtel, je me retrouve dans des trucs ultra bruyants avec des voisins qui foutent le bordel et tout, et je sais que c'est arrivé à un participant qui a pris une piole pour 3 heures, et au bout d'1 heure et demie, il a dû se barrer parce qu'il y a des chiens qui se sont mis à gueuler dans la piole d'à côté, et il a fini sa nuit dehors. Pour le bivouac, on peut avoir plus ou moins de confort en fonction du matériel qu'on emmène. Perso, j'ai pris un truc très léger qui était bivy doudoune pour m'installer très vite, dormir mais pas trop, me dire je dormirai un peu plus sur les bases de vie, parce que ça c'est aussi le bon endroit quelquefois pour dormir sur la rafle, même si on a eu la dernière base de vie où c'était, on va dire, moins calme, moins pratique pour dormir, mais autrement, les lits de camp c'est bien, j'ai fait des bonnes siestes de 2-3 heures sans souci. Et pour en revenir au bivouac, il y a aussi un truc qui peut peut-être inquiéter, c'est le côté sécurité, parce qu'on peut s'arrêter où on veut, quand on veut, mais parfois on peut se mettre dans des coins où on ne sait pas trop ce qui va se passer, est-ce qu'il n'y a pas un mec chelou qui va sortir derrière un buisson, est-ce qu'il n'y a pas des jeunes branleurs qui vont se pointer pour t'emmerder. Donc je pense qu'il faut essayer, en fonction des coins, peut-être de se cacher un petit peu, j'ai envie de dire de garder son vélo pas trop loin, peut-être de garder un doigt dessus, je sais pas. Mais voilà, chacun après fait comme il veut. Et d'ailleurs, dites-moi tout de suite dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt team bivouac ou team hôtel, ou même team je tente de dormir chez l'habitant, parce que ça peut arriver. J'en connais 2 d'ailleurs sur le Gravelman Occitanie, qu'on sonnait chez quelqu'un comme ça pour la nuit et qu'on pu se faire héberger. Donc ça peut le faire, c'est vrai que quand on est comme ça avec nos vélos, équipés de sacoches et tout, souvent on est bien accueillis, pas forcément pour dormir, même pour bouffer ou d'autres trucs. Les gens s'intéressent à l'histoire qu'on a à raconter, donc ça peut être sympa et ça peut marcher. Bon, là je pense que la réponse elle est assez simple et évidente, il faut rouler. Il faut rouler, et vraiment même beaucoup rouler, mais il faut pas non plus trop rouler pour pas être complètement cramé. Faut penser à récupérer parce que c'est là que le corps devient plus fort, et donc faut rouler d'une manière adaptée à ses objectifs et à son niveau. On va peut-être pas s'entraîner de la même manière en fonction de si on veut juste finir et si on veut performer, en fonction de si on débute ou si on a déjà 10 ans d'expérience. Donc voilà, tout ça c'est adapté, et surtout il faut le faire en se faisant plaisir. Moi je pense que si on sort rouler tout le temps sous la contrainte un petit peu, c'est un peu contre-productif, même si parfois il faut se faire un petit peu violence. Aussi, il faut profiter de tous ces entraînements pour peaufiner ses réglages, pour tester son matériel, pour tester sa nutrition. Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes. Il faut aussi, je pense, faire un petit peu des sorties longues, donc peut-être partir, je sais pas, pour 300, 400 bornes, mais il ne faut pas non plus faire ça tout le temps. Encore une fois, en fonction du niveau de chacun, mais c'est quand même des sorties qui sont assez exigeantes, donc qui génèrent une certaine fatigue. Le but, c'est quand même de pouvoir enchaîner les entraînements. Moi, un truc que j'aime bien faire, c'est enchaîner plein de petites séances, peut-être de sortir rouler même 40 bornes le lundi, pareil le mardi, et ainsi de suite.
Au final, ça fait beaucoup de volume à la fin de la semaine, mais sans faire des trucs toujours trop fatigants. Je pense que c'est bien aussi de temps en temps, peut-être de se faire des séances un peu plus sur de la force, peut-être faire un peu de fractionné, essayer d'aller trouver du dénivelé forcément, surtout quand comme moi, on habite une zone plate, c'est bien d'aller se trouver des endroits où ça grimpe un peu plus. Moi, je suis allé jouer un peu en Auvergne et dans le Lot. C'est pas de la montagne, mais ça permettait déjà de se mettre un peu de dénivelé dans les pattes. Vraiment, il faut adapter. Et puis, au fur et à mesure aussi, on apprend à se connaître. Donc, on sait un peu mieux comment faire. Et au pire des cas, si on ne sait pas, on peut toujours faire appel à un coach, se trouver un plan d'entraînement ou je sais pas. Ça, vraiment, il faut adapter la méthode à chacun. Il y a bien 2 ou 3 trucs que j'aurais envie de revoir, soit avant, soit après, à mieux gérer pendant l'épreuve. Et déjà, je pense que ça serait de faire une bonne étude posturale pour vraiment être bien placé sur le vélo, pour éviter peut-être les petites douleurs que j'ai eues au genou, enfin petites, même grosses douleurs que j'ai eues, des douleurs que je n'avais pas eues pendant mes entraînements. Alors est-ce que il y a eu un mauvais réglage du vélo? Est-ce que j'ai un peu trop forcé? Est-ce qu'avec l'accumulation des entraînements avant, je suis pas parti un peu fatigué aussi? Voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire que j'ai eu ces douleurs, mais je pense que déjà partir sur une bonne étude posturale et avoir un vélo bien réglé, ça peut être bien. Et d'ailleurs, au niveau du vélo, je me demande parfois si mes vélos sont pas un chouille petit pour moi, parce que c'est vrai que j'ai des jambes assez longues, des bras assez longs. Peut-être que je me retrouve entre deux tailles et qu'au final le truc n'est pas totalement adapté, même si je me sens plutôt bien dessus, il y a peut-être des choses à voir. Même chose, là je réfléchissais à la taille des manivelles que j'ai sur mon vélo. Il paraît que ça peut jouer aussi sur les genoux justement. Moi j'ai des manivelles en 175 mm parce qu'on m'avait collé ça sur un vélo et depuis je suis resté là-dessus, donc j'ai mis du 175 partout. Pourquoi pas essayer la taille en dessous qui est un peu plus standard, là, la 172,5. Je sais pas si ça changera grand-chose, mais bon, ça coûtera pas grand chose de faire le test à l'occasion. Même chose niveau matériel, est-ce que je me lancerai sur un moyeu dynamo avec l'éclairage qui va bien? Ça a quand même un coût, ça a des avantages, des inconvénients. C'est vrai que pour la Race Cross France, gérer ça avec des batteries externes, en fait, ça se fait très bien, parce qu'avec le coup des drop bags, on peut récupérer des batteries chargées directement dedans. On a quand même accès à l'électricité assez facilement à ces moments-là. Donc ouais, c'était pas si mal. Juste un petit truc dont j'ai oublié de parler là, au niveau du vélo, c'est pour la transmission. Vous savez, j'ai fait un montage Shimano GRX double plateau avec là une cassette de 11,42, donc un truc qui n'est pas recommandé par la marque, mais qui fonctionne très bien et qui est très agréable à utiliser, notamment quand ça grimpe fort et qu'on est un petit peu chargé. Ça permet d'avoir beaucoup de polyvalence, de souplesse et tout ça. Le seul truc, c'est que si je croise grand plateau, grand pignon, ça coince et il y a des risques de casse. C'est notamment ce qui a fait que j'ai cassé ma roue arrière, même si l'élément déclencheur était autre, mais bon, voilà. Et donc, par sécurité, je me dis que je remplacerai la cassette de 11,42 par une 11,40, ce qui permettra de conserver toujours beaucoup de polyvalence, de souplesse et tout ça. Mais au cas où, je pourrais croiser grand plateau, grand pignon. Alors, j'ai pas dans l'idée de le faire parce qu'on sait que c'est pas très bien, mais par sécurité, ça peut se faire et ça évitera de casser des choses. Ensuite, dans les petites choses que j'emmènerai avec moi dès le départ, ça serait, toujours pour les genoux, emmener ça. De la bande là pour faire des straps. J'en avais, ça je l'ai acheté il y a quelques années où j'avais déjà eu mal au genou sur un truc à vélo. Donc ça ressemble à ça. Vous voyez, j'ai même déjà des morceaux prédécoupés. Ça coûte peut-être, je sais pas, 10 balles la boîte, j'en sais rien. Mais voilà, je l'ai. Je pense qu'une prochaine fois, j'en emmènerai soit des bandes prédécoupées, soit le rouleau. Ça permettra en cas de galère d'en avoir et de se faire un strap. De base, je sais pas les poser, mais sur YouTube, on trouve des tutos. J'avais fait comme ça pour mon genou, ça avait fonctionné. Autre truc que j'emmènerai sans doute, c'est des petites manchettes ultra légères là qui sont juste pour protéger des UV. C'est vrai que quand j'étais sous le soleil, que quelquefois je mettais de la crème solaire, je me disais putain ça sert à rien parce qu'en fait avec la transpi c'est dégueulasse, ça part tout de suite, à part boucher les pores de la peau et puis transpirer correctement. Enfin voilà, c'était chiant et je pense qu'en fait ces petites manchettes ultra légères, ça évitera que le soleil tape directement sur la peau. Donc au final, j'aurais peut-être moins chaud, j'aurais peut-être moins l'impression de cuire. Donc je pense que je testerai ça, manchette et peut-être même pourquoi pas jambière. Et ensuite, chose que je changerais, mais c'est pendant la course, ce serait au niveau de la bouffe, à essayer de mieux gérer, parce que là clairement j'ai pas été très sérieux comme j'avais prévu de l'être. Et donc là, ce serait vraiment de m'imposer 3 à 4 vrais repas
minimum même, quitte à prendre des pauses un petit peu conséquentes pour manger dans un resto ou quoi, plutôt que de me retrouver à aller dans une supérette et acheter un yaourt et un coca, parce que sur le coup je trouve que ça qui me fait envie, alors que si j'étais allé dans un resto à côté, peut-être que j'aurais trouvé un truc sympa à bouffer et qui m'aurait vraiment remis sur pied pour continuer. Je vous avais proposé de me poser vos questions en rapport avec la Race Across France là sur les réseaux. Alors il y en a déjà pas mal qui ont trouvé des réponses dans la première partie de cette vidéo, mais il y en a quelques autres et on va commencer par à quel moment on se sent prêt pour faire 500 puis 1000 km, que conseilles-tu pour valider? Par exemple de faire un BRM 300 km et si on y arrive en contrôle, alors le double passe ou est-ce qu'il y a une grosse marche? J'ai envie de dire, en fait on se sent prêt à partir du moment où on l'a en tête, où on a envie de le faire. Enfin moi c'est comme ça que je fonctionne. Je me suis jamais trop posé la question de savoir si j'étais prêt physiquement. J'ai toujours fait les choses en fait parce que j'avais envie de les faire. Donc vous voyez par exemple le vélo, j'ai commencé il y a 6 ans en arrivant à La Rochelle. Bien sûr, quand j'étais gamin, j'ai pu faire un peu de vélo et tout ça, jusqu'au jour où on m'a volé devant chez moi le beau vélo tout neuf que ma maman avait acheté pour mon anniversaire 10 jours avant. Enfin, bon, bref. Voilà, donc j'ai commencé à faire un peu de vélo ici pour du vélo taf. J'ai découvert la longue distance, j'ai commencé à faire des balades, puis je me suis dit tiens c'est sympa. J'avais fait jusqu'à quoi 70 bornes, et un jour je me suis dit j'ai envie d'aller jusqu'à tel endroit. Il y avait 225 bornes à l'aller, 160 bornes pour le retour. Autant vous dire qu'il y a des moments, j'ai bien morflé, j'ai eu mal au cul parce qu'il n'y avait rien de réglé, j'ai pas assez bouffé donc ça a été compliqué, j'avançais pas, j'ai pas assez bu. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend, j'avais envie de le faire et j'ai réussi. Faut pas non plus se lancer sur des trucs à se dire du jour au lendemain, je pars, je fais 4000 km, mais il faut se mettre des petits objectifs en fonction de ses envies. Si demain, tu as envie d'aller faire 1000 km, et pars faire ton 1000 km. Après, ça prend le temps que ça prend, faut accepter ça. Faut accepter qu'il y aura des moments durs et que c'est comme ça qu'on va apprendre. Et puis voilà. Mais le tout, c'est d'être prêt dans sa tête et d'avoir envie de faire les choses. On continue avec des questions sur le sommeil. Je serais curieux de savoir comment tu as géré ton sommeil. Donc avec la longueur des étapes et les pauses plutôt courtes, est-ce qu'un manque de sommeil, d'énergie s'est fait ressentir à la longue? Pour la gestion du sommeil, j'ai fait pas forcément ce qui se fait de mieux peut-être, mais j'ai fait un peu au feeling. Quand je sentais avoir besoin d'une pause, de dormir un peu plus, je m'installais, je dormais, quand je faisais des nuits, c'était 1 heure à 3 heures. Je sais que j'ai pas non plus un besoin de sommeil qui est énorme. J'ai eu l'habitude, même par les boulots que je faisais avant et tout, d'être toujours très actif sans forcément trop me reposer. Après, je faisais régulièrement, quand ça allait pas, des siestes de 5 à 10 minutes. Donc là, juste, je me pose quelque part au bord de la route, je ferme les yeux avec un chrono et voilà, ça permet de déconnecter un petit peu, de se reposer. Après, peut-être que oui, si j'avais plus dormi par moment, j'aurais peut-être été plus performant sur le vélo. Voilà, je sais pas. Moi, je sais que j'ai toujours fonctionné comme ça et ça me va bien. Si à un moment j'ai envie de plus dormir, je dors plus, notamment sur les bases vie où je faisais des grosses siestes de 2 à 3 heures avec un peu plus de confort là, grâce au lit de camp. Et ça me remettait bien. Donc j'ai géré comme ça. Et autre question que j'avais sur le sommeil, c'était est-ce que ce que j'ai emmené pour dormir dehors, c'était suffisant? Donc encore une fois, j'avais bivy, doudoune. Ça m'a suffi avec les conditions météo qu'on avait là. J'avais juste parfois un peu froid en fin de nuit, vous savez, quand la fraîcheur commence à tomber, et froid plutôt aux jambes. Avec la doudoune j'étais bien, mais c'est aux jambes que j'avais froid. J'aurais pu enfiler mon pantalon de pluie, mais j'avais la flemme. Et je pense qu'un truc intéressant à avoir, là, du coup, ça aurait été des jambières pour garder les jambes au chaud. Et avec ça, j'aurais été bien. Moi, ça m'a suffi, voilà. Niveau confort, j'ai essayé de dormir dans des endroits où j'étais bien. Maintenant, un petit matelas, pourquoi pas, même si je me dis que de trouver un carton de pizza, c'est bien aussi. Sac de couchage, là, j'en ai pas ressenti le besoin avec la doudoune. Et pour la durée des pauses que je faisais, c'était bien. Donc voilà, ça m'allait. Tu avais combien de kilomètres en 2023 avant le départ? Et ça, c'est simple. On va aller regarder sur Strava. Et comme ça, on aura la réponse. Alors, hop, Strava. Mon Strava, d'ailleurs, le lien est dans la description si vous voulez aller jeter un œil pour voir les parcours, les entraînements, les machins. Hop, c'est ici. Donc, statistiques. Depuis le début de l'année, 7764 km parcourus à vélo. Bien sûr, là, il faut retrancher la RAF, donc environ 1800 bornes.
On va aussi virer les 64 de plus pour les petites balades que j'ai pu faire depuis ou quoi, ou tout ça. Et ça nous amène à, si je compte bien, 5900 km environ de parcouru en 2023 avant le départ. Combien de temps gagner avec le soleil sur le Garmin du coup? Ça, c'est une question intéressante. Donc je vous rappelle que j'ai le Garmin Edge 1040 Solar, donc qui est équipé d'un verre qui permet de gagner de l'autonomie avec l'eau solaire en cours de route. Et on va regarder de suite combien est-ce que j'ai pu regagner d'autonomie pendant cette RAF, du coup même pendant mes 2 RAF. Donc hop, sur le Garmin Connect, je crois qu'on va dans activité cyclisme. Là, ok, c'est ici. Alors on va commencer par la première partie de la RAF, donc du Touquet jusqu'à Sainte-Marie-aux-Mines, et j'ai gagné 2h58. Ah bah c'est pas énorme, parce que j'ai roulé un peu plus de 50 heures, j'ai roulé 52h11. Donc c'est vrai que 2h58 de gagner, c'est pas fou, j'ai envie de dire. Moi sur mes sorties, j'avais vu que je pouvais gagner parfois jusqu'à 25% du temps que j'avais roulé. Donc là, on en est loin. Mais il faut prendre en compte que c'est vrai qu'on est parti le soir, donc après la nuit, pas de soleil. Le premier matin, brouillard total, pas de soleil. L'après-midi, il y avait du soleil, mais j'avais pas forcément le soleil bien au-dessus, puisque en plus je roulais vers l'est, donc petit à petit il passait derrière moi. Le lendemain dans les Vosges, il y avait quand même pas mal d'ombre dans les montées, donc ça peut expliquer le truc, mais c'est vrai que je pensais que j'aurais peut-être gagné un peu plus. Si on prend la RAF, du coup le 1000 km, j'ai gagné 4 heures tout rond apparemment sur 78 heures écoulées. Là c'est pareil, je trouve que c'est pas énorme. On est à un petit 10% du temps écoulé. Bon, à savoir aussi que le premier jour, on a eu beaucoup de soleil l'après-midi, mais le matin, c'était parfois un peu couvert. Même chose en fonction de l'orientation, j'étais pas forcément plein soleil. Parfois, je faisais de l'ombre au compteur si le soleil était derrière moi. Ensuite, il y a eu la nuit, donc il y a beaucoup de temps de nuit dans tout ça. Il y a eu toute la journée averse, orage et compagnie, il n'y a pas eu trop de soleil. La nuit dans le tunnel, il n'y a pas eu trop de soleil, le matin non plus. Mais bon, c'est vrai que 4 heures, c'est pas énormissime. Avant de faire cette distance, combien de fois et quelle distance as-tu fait sur la RAF? Toi, t'as pas du tout suivi mes différentes vidéos ou quoi. Je n'étais jamais allé sur la Race Across France, toutes distances confondues, comme j'avais expliqué. Moi, quand je vais sur un truc, tout de suite, j'aime bien commencer par la grosse distance, comme ça, voilà, c'est fait. Même si là, du coup, c'est pas tout à fait fait. Et autrement, souvent, j'ai pu faire des distances 300, 350 km. En truc perso, je suis allé jusqu'à 695 bornes, en gros, quand j'ai fait de La Rochette jusqu'à Roscoff. Je vous mets la vidéo dans un coin de l'écran. Et puis voilà. Faut-il vraiment avoir un vélo adapté? Eh bien, la réponse est oui, il te faut un vélo adapté à toi. Il faut un vélo sur lequel tu vas être bien pour pouvoir enchaîner ces quelques centaines de kilomètres avec le plus de confort possible, en prenant le plus de plaisir possible. Après, le type de vélo, j'ai envie de dire, on va éviter quand même de prendre un VTT, mais tu peux faire comme moi et prendre un gravel sur lequel tu mets des roues de route. Certains seront peut-être bien avec un vélo de chrono, j'en sais rien. L'idéal, c'est peut-être un cadre route endurance, voilà, avec la géométrie qui va bien, mais le tout, c'est d'avoir le vélo sur lequel on est bien et donc qui soit adapté à soi. L'objet ou l'équipement que tu ne regrettes pas d'avoir pris. Elle n'est pas évidente cette question, mais je pense que je vais répondre ceci. Le Crosscall X-Vibes, donc ça c'est le casque à conduction osseuse que j'ai utilisé souvent pour écouter un peu de musique ou souvent pour envoyer des messages vocaux à Laurence. Comme tout bon écouteur qui se respecte, c'est totalement interdit à vélo, mais l'avantage de celui-là, c'est quand même de garder les oreilles libres et donc d'entendre ce qui se passe à côté. C'est pas toujours l'idéal si on laisse la musique pour discuter avec le gars qui roule à côté de soi, parce qu'entre le bruit du vent, de la musique et tout, voilà. Par contre, on entend très bien les voitures ou même les fontaines d'eau ou je ne sais quoi sans souci. Vous connaissez peut-être aussi les casques de la marque Shox, avant c'était Aftershocks. C'est le même principe, c'est quasi le même design quand on regarde. Je préfère les Aftershocks au niveau utilisation par rapport aux boutons et tout ça. Le son y est peut-être aussi un peu meilleur. Par contre, celui-là, port USB-C, c'est hyper pratique. Voilà. Après, l'un ou l'autre, ça fait le taf et je pense que c'est une bonne solution si on veut un peu de musique ou quoi. Et pour terminer, la question qu'on m'a posée sans doute le plus, c'est
est-ce que j'y retournerai? Et là la réponse, c'est sans doute oui. Alors est-ce que ce sera l'année prochaine ou plus tard? Je ne sais pas, peut-être l'année prochaine sur le 2500 km, parce que faudra quand même que je puisse boucler ce 2500 km complet. Et surtout un truc qui me plaît bien, c'est que maintenant la RAF, tous les ans, le parcours va changer, ce qui va permettre de découvrir toujours de nouvelles routes, de nouvelles régions, et ça je trouve ça vraiment top. Surtout pour les personnes qui l'ont déjà fait plusieurs fois. Cette année, c'était un petit peu le nord et beaucoup l'est. L'année prochaine, a priori, ça va être plutôt un petit peu l'ouest au début, Massif central, Pyrénées, puis Mandelieu. Donc voilà, ça permet de faire toujours des choses un petit peu différentes, et ça me plaît bien. Ceci conclut ce chapitre Race Across France et toutes les vidéos que j'ai pu faire sur le sujet. D'ailleurs là, je vous remets la vidéo sur le matériel que j'ai utilisé pour cette course, et là, je vous mets une vidéo sur une autre aventure vélo que j'ai pu faire. Ça vous permettra de découvrir encore autre chose, de vous donner peut-être des idées de petites choses à faire, notamment, pourquoi pas, pour préparer une participation à la RAF. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.